Bonjour, bonjour à tous, avec le plaisir d'être à la campagne pour parler du futur du mobile et pourquoi, à mon avis, le mobile, et aussi à votre avis, puisque c'est le titre qu'on m'a proposé, le mobile change le monde. Pour mieux le comprendre, je crois qu'il faut faire un petit retour historique. Rappelez-vous le PC. Certains d'entre vous sont trop jeunes probablement pour s'en souvenir. Le personal computer de Microsoft et Apple, la bagaille entre Microsoft et Apple. Le PC, nous étions déjà plusieurs, dès ces années-là, dans les années 80, à dire qu'un ordinateur tout seul, c'était idiot. Qu'un ordinateur tout seul, un desktop, il fallait qu'il communique avec d'autres réseaux, avec d'autres ordinateurs, avec des modems. Et c'est devenu, rappelez-vous de ce nom bizarre, peut-être certains d'entre vous considèrent que c'est préhistorique, la télématique. Un ordinateur était connecté à des gros ordinateurs, connectés entre eux par des modems, en général des modems acoustiques. On mettait son téléphone, ça faisait des sifflements. Et puis progressivement, le PC s'est transformé en un outil communicant, et même le PC portable, ça s'appelait déjà le portable à cette époque, le laptop du fait qu'on le met sur ses genoux, il communiquait avec les réseaux, avec le monde, et en 92, avec le web, est arrivé aussi en même temps la possibilité de communiquer sans fil et sans modem, les modems étant intégrés aux appareils. Et donc le portable, la Wi-Fi et l'Internet ont démarré en 92. Le web, c'est 92. Mais surtout, la grande révolution, ça a été à partir de 2000, même pas, ça existait à peine en 2000, ça a été le téléphone portable, le smartphone, le mobile, comme on l'appelle, le mobile en français. Et lui, avec la Wi-Fi, Bluetooth, il est devenu un outil complètement indépendant, mais très puissant. Je pense que beaucoup ne réalisent pas à quel point le mobile est un ordinateur très puissant. Il est des milliers de fois plus puissant que l'ordinateur qui a permis d'envoyer des hommes sur la Lune dans les années 60. Donc c'est un outil absolument extraordinaire que nous avons sur nous en permanence et il change le monde parce que nous entrons dans... Oubliez Internet, hein. C'est complètement derrière nous. Nous entrons dans un écosystème numérique dans lequel s'intègre Internet. Cet écosystème numérique, on est en permanence branché ou branchable dedans. Jadis, souvenez-vous, on disait on va sur Internet pour faire telle chose, communiquer, envoyer un mail. Maintenant, on n'a pas besoin d'aller sur Internet, on est dans Internet qui est lui-même dans cet écosystème numérique. Ça change tout. Ça change notre environnement, notre façon de travailler, notre façon de communiquer. Et c'est possible parce que cet outil, qu'on appelle le mobile, que j'appelle aussi l'infomobile, comme on a appelé l'automobile, pour se balader sur les autoroutes physiques, ça permet de nous balader sur les autoroutes de l'information, c'est aussi et surtout, en plus de tout ce que vous voyez à gauche et à droite, un outil de communication qui fait des tas de trucs, je vous passe les détails, vous pouvez les lire, c'est surtout, je voudrais insister là-dessus, une télécommande universelle. Beaucoup continuent à voir le mobile comme un outil de communication pour aller sur Internet, envoyer des mails, prendre des photos, les envoyer à des copains, aller sur Facebook. D'accord, c'est tout ça. Mais c'est une télécommande universelle. Retenez bien ce mot, c'est pas trop fort. Ça veut dire qu'avec cet outil, cette télécommande universelle, je peux m'en servir pour cliquer dans l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement devient un énorme site web mondial. L'écosystème numérique est cliquable, comme un lien Internet, et cliquable avec le doigt sur une tablette ou cliquable avec une souris. Cliquable, ça veut dire que grâce à l'hypertexte, au HTML, je peux cliquer sur un lien et me retrouver dans un autre pays, me retrouver sur un autre site, me retrouver sur un autre blog, faire quelque chose d'autre. Donc mon doigt et mon œil, et donc mon cerveau, sont étendus, augmentés par cette possibilité que donne le mobile de cliquer dans l'environnement. Ça, c'est absolument fondamental, c'est un changement qui est révolutionnaire, puisque, comme vous le voyez sur cette diapo, on peut cliquer sur des affiches dans une gare, on peut cliquer sur des objets dans un supermarché, des objets connectés, on peut cliquer à la Cité des Sciences sur les prochaines affiches de la Géode qui, munie d'une puce RFID ou d'un QR code, va vous envoyer une petite vidéo sur votre smartphone. Donc, on peut cliquer dans l'environnement, ça change tout. Donc, on est en train d'entrer, grâce au mobile, en symbiose. Le terme de symbiose n'est pas trop fort. En symbiose, ça veut dire en étroite interaction avec notre environnement. Comme vous le voyez sur ces trois personnages, le monsieur numéro 1, il a les objets portés sur lui, un portefeuille, une montre, on en a toujours, bien sûr.
La dame numéro 2, elle fait déjà partie d'un web sur elle-même. Ces objets communiquent entre eux à l'intérieur de ses vêtements, sur son corps. Et la dame numéro 3, vous voyez qu'elle est au cœur d'une série d'anneaux concentriques qui lui permet de communiquer avec sa voiture, de communiquer avec la maison, de communiquer avec la ville numérique qui est en train de se faire. Donc c'est une télécommande extraordinaire et en même temps, c'est une extension des yeux et du cerveau parce que grâce à ce qu'on appelle la réalité virtuelle et en plus la réalité augmentée, notre mobile nous permet de voir des choses que l'œil ne peut pas voir, le cerveau ne peut pas comprendre. Par exemple, si je suis alpiniste ou que je fais du ski, je peux, en scannant un paysage, après avoir téléchargé une application touristique de la zone dans laquelle je trouve, voir les routes pour faire des escalades, les meilleures pistes de ski, et même avoir une petite vidéo des conditions de ski. Moi, je suis surfeur dans l'eau, surfeur sur Internet, mais surfeur dans l'eau, régulier et complètement addict. Eh bien, j'ai sur mon smartphone la webcam. J'ai un sens de téléperception. Je peux voir à distance. J'ai mis une caméra sur ma maison et avec un numéro de téléphone, j'appelle ma webcam et je regarde les vagues devant chez moi. Donc, ce sont des outils d'ubiquité, des outils de géolocalisation qui nous permettent d'avoir le sens de l'orientation. Donc, c'est beaucoup plus qu'un outil de communication. Et puis, avec les objets connectés, on rentre dans un monde encore plus incroyable qui est comme je peux cliquer dans l'environnement. Je peux, dans un supermarché ou dans n'importe quelle grande surface, cliquer sur un objet qui m'intéresse, par exemple une tondeuse à gazon ou une machine à laver, et recevoir, grâce à la puce qu'elle contient, une vidéo sur mon écran qui me dit comment ça marche et qu'est-ce que les autres clients en pensent. Donc vous voyez que là, le mobile n'est plus seulement l'outil de communication interpersonnelle, n'est plus seulement un outil de connexion pour recevoir des informations comme sur les moteurs de recherche, c'est un outil qui nous permet d'agir sur notre environnement en recevant plus d'informations. Alors tout ceci crée de véritables disruptions. Vous voyez que ça nécessite un véritable changement culturel, une nouvelle culture du numérique. Et qui sont les disrupteurs qui, notamment, grâce au mobile, sont en train de changer le monde? Ben, ce sont des hommes et des femmes augmentés comme vous. Vous tous dans cette salle, pratiquement à 99%, vous êtes des hommes et des femmes augmentés. Vous avez dans vos poches un mobile. Et ce mobile, comme je viens de le décrire rapidement, il vous donne le sens de l'orientation, le sens de l'ubiquité, le sens bientôt de la télékinésie, c'est-à-dire de pouvoir toucher des objets à distance, de pouvoir sentir des odeurs, de pouvoir goûter des choses. Ça va être possible. C'est en train de se développer dans beaucoup d'applications, d'applis, comme on dit dans le monde. Vous avez déjà vu comme les applis de e-santé permettent sur son corps d'avoir un véritable tableau de bord santé personnalisé grâce à son smartphone. Il y a 5000 applis médicales de santé qui vous permettent d'avoir un tableau de bord santé personnalisé. On a un tableau de bord de voiture, on sait combien il y a d'essence, combien il nous reste de kilomètres à faire si on a une voiture électrique, mais jusqu'à présent, on n'avait pas de tableau de bord santé personnalisé, un TBSP, tableau de bord santé personnalisé. Ben maintenant, avec le mobile, on l'a. Et en plus, maintenant, les dernières applis permettent d'intégrer entre elles plusieurs paramètres de votre corps pour vous faire vraiment une idée de savoir si la prévention que vous faites pour être en forme marche ou pas. Donc, alors, qui sont ces disrupteurs? Qui sont ces hommes et femmes augmentés qui sont en train de changer le monde grâce au mobile? Alors, vous les connaissez, beaucoup d'entre eux, on les appelle les millennials. Ce sont des gens qui avaient entre 10 et 15 ans, entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000. Maintenant, les plus vieux ont 30 ans, 30-35 ans. Et ces gens-là, ils changent complètement le monde. Moi, je les appelle des MHBG. Et dedans, il y a le mobile. Vous allez voir, MHBG, ça veut dire des mutants hybrides bionumériques géolocalisés. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants. C'est une autre culture. C'est des extraterrestres. Ils viennent d'un autre monde. Ils ont une autre culture numérique que leurs parents, leurs profs et les politiques, évidemment. Donc, ces millennials sont en train de changer le monde. Ils nous aident à passer à la société collaborative, à la société du partage, et surtout à ce que j'appelle la société de la recommandation. J'en parlerai tout à l'heure, puisque je fais un exposé de 15-20 minutes, et puis après, j'ai 20 minutes de discussion avec Jérôme Bouteiller. Il nous aide à passer de la société de l'information à la société de la recommandation. Ça, c'est un grand changement. C'est-à-dire qu'en se recommandant en permanence par les réseaux sociaux des choses sur les uns les autres, acheter tel livre, aller voir tel film, surfer à tel endroit, aller à tel hôtel plutôt qu'à tel autre, ils font en quelque sorte une forme de marketing en réseau et une forme de publicité en réseau. C'est-à-dire que le marketing et la publicité doivent se réorganiser à cause de cette société de recommandation qui prend
progressivement la place des messages publicitaires ou des messages marketing que vous avez eu l'habitude d'envoyer, mais vous serez obligé de changer. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, ils sont en train de passer à la société collaborative, une société de partage, une société de la personnalisation, de la recommandation, où la vitesse pour eux compte. C'est l'interactivité. On les appelle aussi des IKWIN, I-K-I-W-A-I-W-A-I-N. On dirait une tribu indienne, mais ce sont les initiales de I know what I want and I want it now. C'est donc une génération pressée. Ce qui les intéresse, c'est le temps réel, c'est l'interaction rapide. L'éducation est trop lente, la politique est trop lente, tout est trop lent. Donc il faut tenir compte de ces avis pour changer. Et puis il y a la disruption. La disruption, c'est le fait que des entreprises que vous connaissez, Uber, Instacart, Alibaba, Airbnb, Netflix, Twitter, WhatsApp, Facebook, Google, qui ont la croissance la plus rapide de l'histoire, ils utilisent le mobile, notamment, pour quoi faire? Pour créer une fine couche logicielle, des algorithmes, et humaine, sur des énormes systèmes de distribution où se trouvent les coûts. Et grâce au mobile et aux applis de mise en relation, l'offre et la demande, ils touchent la multitude, c'est-à-dire nous, où se trouve l'argent. Donc l'ubérisation, c'est ça. C'est de disrupter des grandes entreprises trop lentes, trop lourdes, peu transparentes, trop compliquées, en offrant des services de mise en relation, l'offre et la demande, par le mobile notamment, rapide, temps réel, immédiate, plaisir immédiat, je consomme tout de suite, je sais ce que je veux un taxi, je l'appelle, il sait où je suis, je veux une maison, un appartement à Biarritz, si je veux faire du surf, sur Airbnb, je le trouve. Donc c'est la vitesse, c'est l'interaction, c'est le temps réel qui compte dans ce qu'ils font. Donc ces boîtes-là sont en train de changer complètement avec des plateformes et des algorithmes. Comme vous le voyez sur cette diapo, il y a des entreprises comme Airbnb qui n'ont aucun hôtel et qui pourtant proposent des hébergements. Uber, c'est très connu, il n'a aucune flotte de taxis. Donc vous voyez que la plateforme et les algorithmes permettent d'être allégés des investissements lourds, de toucher la multitude, et vaut mieux toucher quelques euros de millions de personnes plutôt que des dizaines d'euros de milliers de personnes. C'est la base du business sur Internet. Et je le dis, je le répéterai peut-être tout à l'heure dans la discussion, c'est que le business d'Internet, pour tous ceux qui m'écoutent, ce n'est pas la marge, c'est la rente. Beaucoup d'entreprises continuent à penser « je vais faire une marge ». Même des entreprises de conseil, elles sont complètement folles. Je vais faire une marge. Ça me coûte 10, je vais le vendre 100. Je fais une marge. Mais vous faites des marges à des clients qui s'en vont dans la nature, vous ne savez plus où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. J'explique ça à l'industrie pharmaceutique. Que de faire une marge sur des produits pharmaceutiques vendus en pharmacie sur des ordonnances et remboursés par la Sécu, c'est le mauvais business. Le business, c'est la rente. Faire payer les gens tout le temps, avec une forme d'abonnement. Bon, je ne le redirai pas, mais je vous le dis quand même, il faut retenir cette notion qui est hyper importante. Donc, il faut une stratégie numérique mobile pour les années à venir. Et cette stratégie numérique mobile, vous le voyez sur cette diapo, elle passe par une entreprise digitale, virer les directeurs informatiques, remplacés par des directeurs de l'intégration numérique, qu'on appelle en anglais des CDO, Chief Digital Officers, qui transforment l'entreprise entière du haut vers le bas, de droite à gauche, des salariés entre eux, vers les clients par le numérique. Mais c'est risible. Je connais des grandes entreprises qui me disent « Ah, monsieur de René, on est numérisé, on a un site web ». Ou bien, mais on est numérisé, on compte le nombre de likes sur notre site, sur Facebook. Attendez, bon. La digitalisation, c'est d'être complètement intégré, d'avoir une culture numérique dans l'entreprise de haut en bas et une culture numérique aussi qui utilise le mobile. Donc ça change le manager ou la manageuse, ça change le lien social, le lien humain, grâce à la possibilité d'interaction continue avec les gens. Et le « bring your own device », apporter votre propre outil, votre tablette ou votre mobile dans l'entreprise. Il y a beaucoup plus de choses sur vos outils que chez nous, souvent. Et donc, on a besoin de vous dans l'entreprise. Donc, c'est une autre forme de management qui, dans le monde du numérique, va plus seulement se fonder sur la programmation et le contrôle des tâches, dans le cadre du CDI traditionnel, pyramidal, hiérarchisé dans l'entreprise, mais se fonder sur des valeurs nouvelles qui sont le charisme, la possibilité d'entraîner les gens avec vous, la vision, la possibilité de leur donner envie d'un plan à long terme, l'écoute des gens, les écouter, la confiance qu'on peut leur faire pour tenter des expériences et les valeurs. Donc ce sont des modifications complètes des formes de management traditionnelles dans une entreprise hiérarchique à l'intérieur de 4 murs qu'on appelle encore l'entreprise.
Donc le mobile va changer aussi complètement notre capacité d'interagir avec notre environnement. Je l'ai dit pour l'écosystème, mais un écosystème dans lequel nous allons vivre de plus en plus, ce sont les bureaux, les maisons, nos maisons, et les villes. La Smart City, la ville numérique. Alors Smart, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un mot qui m'énerve, je vous expliquerai pourquoi. Donc vous voyez le mobile que j'ai mis sur cette diapo, eh bien, il permet, ma télécommande de tout à l'heure, de contrôler des choses dans la maison. On appelait ça jadis la domotique. Ça a foiré. La domotique n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des standards. Le standard de Schneider, le standard de Sony, le standard de Hewlett-Packard, avec une armoire qu'on mettait à l'entrée de chez soi. Ça n'a pas marché la domotique. Pourquoi ça remarche, même si on garde le nom? C'est grâce à l'interopérabilité, où on retrouve le mobile, c'est-à-dire le protocole TCP/IP, qui est le protocole d'Internet, la Wi-Fi, Bluetooth et le mobile. Grâce à ces 4 éléments intégrés, tout devient contrôlable à distance dans une maison ou dans un appartement. Et c'est valable également pour les transports. Ce que l'on appelle aujourd'hui la transmobilité durable, c'est un grand mot qui remplace la propriété d'avoir un véhicule à soi. La génération montante, les milléniaux, ils s'en fichent de posséder une voiture. Ils ont le Vélib, ils ont Blablacar. Donc posséder une voiture, ça coûte cher. Vaut mieux accéder à la mobilité. Et la transmobilité, grâce au numérique, grâce au mobile, permet par exemple de transformer un transport individuel en un transport collectif. Réalisez l'importance de ça. Quand à Paris, l'autre jour, il y avait le dimanche sans voiture, il y avait des milliers de personnes sur un Vélib. Ils sont tout seuls sur un Vélib, mais ils sont des milliers à être en relation réseau. C'est-à-dire c'est le numérique qui permet de transformer le mobile, qui permet de transformer un transport individuel en transport collectif. Même chose pour la voiture électrique. Avec mon mobile, je sais où je vais pouvoir la parquer, où il y a une place, je sais où je vais pouvoir la recharger. Et tout ceci est en train de changer complètement la vision de l'automobile, qui est en train de devenir un support multiservice. Ça aussi, on pourra en parler une autre fois. Là, je vais finir maintenant. Donc voilà, la transmobilité durable est un changement considérable grâce au mobile. La grande question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment s'adapter à cette incroyable accélération, passer de l'entreprise rigide à l'entreprise fluide et avoir une nouvelle forme de travail. Donc l'entreprise rigide est fondée sur des rapports de force, comme d'ailleurs la politique et les partis politiques, les pays avec l'armement, l'escalade des armements, combien de têtes nucléaires à tel pays et tel autre. Donc les rapports de force sont les flèches rouges. C'est des rapports qui ne marchent pas bien parce qu'on ne peut en sortir que par une escalade. Tantôt l'un prend le dessus, il faut que l'autre prenne le dessus. Et on doit privilégier le secret. Personne ne doit savoir ce que l'on fait. En revanche, les rapports de flux en bleu sont complètement différents. Et grâce à la mobilité, grâce au mobile, ils sont en train de s'imposer dans la société de plus en plus. Un rapport de flux, c'est un échange d'informations, un échange de données, un échange d'argent, un échange de savoir-faire, grâce à la multiplicité de l'information. Pour échanger avec quelqu'un dans un rapport de flux, je dois savoir ce qu'il me donne et je dois savoir ce que je lui donne. Si vous voulez, c'est comme le bassin qui se remplit et qui se vide en même temps. Je peux laisser le bassin à niveau constant, même si les molécules d'eau se modifient constamment à l'intérieur du bassin. Mais il me faut de l'information pour régler l'arrivée d'eau et la sortie d'eau. Donc les rapports de flux sont des rapports qui vont permettre aux entreprises de se dérigidifier, notamment grâce à la mobilité des gens et au mobile, de passer d'une entreprise hiérarchique pyramidale qui était faite pour contrôler les salariés, parce qu'ils vendent leur temps contre de l'argent. On leur donne des missions à exécuter pendant ce temps, donc on est obligé de les mettre entre 4 murs, dans un stade hiérarchique pour surveiller qu'ils emploient bien leur temps à faire ce pourquoi on les paye. Donc tout ceci est en train de changer avec la mobilité, avec le smartphone, avec le travail à distance, avec le Bring Your Own Device, qu'on appelle en abrégé le BYOD, que beaucoup d'entreprises permettent aux gens de faire en apportant leurs tablettes et leurs mobiles dans l'entreprise, parce qu'ils ont compris que ça contenait beaucoup plus d'informations que souvent ce qu'on leur donne dans l'entreprise, et ça leur permet de travailler différemment. Donc un changement de la structure de l'entreprise, passer de l'entreprise rigide à l'entreprise fluide, favoriser la mobilité interne. Et sur le mobile de demain, vous l'avez déjà presque maintenant, vous allez voir arriver de plus en plus, des assistants personnels contextuels, c'est-à-dire des algorithmes qui, en fonction de votre agenda, ce que vous avez recherché sur Google, de vos mails avec des gens, vont vous proposer des actions à faire, à ne pas oublier, important pour votre travail. On va voir arriver aussi, avec ces algorithmes proactifs, l'intelligence artificielle. Peut-être que vous avez vu que le deep learning permet de reconnaître les visages, de reconnaître les gens.
idéal quand vous allez dans un endroit important et vous les serrez des mains en appelant les gens par leur nom. Moi, ma secrétaire me fait un truc formidable, elle me donne les visages, le trombinoscope de tous les gens que je dois rencontrer, je les mémorise. Mais avec l'intelligence artificielle et le deep learning, vous aurez des lunettes avec une petite caméra et dans votre oreille un écouteur, vous dites « Bonjour, c'est Monsieur Martin, Madame Martin », vous pouvez leur serrer la main. « Bonjour, comment va votre fils Jean-Louis ?»« Ah non, mon fils Jean-Louis, il a disparu. » Alors, vous voyez, il faut que le truc soit à jour, hein, parce que ça, vraiment, ça va marcher, mais ça peut créer des... Madame Martin va bien, mais non, je suis divorcé depuis 3 ans. Bon. Donc, vous voyez un peu l'intelligence artificielle et la traduction automatique, elle sera sur nos portables. Je l'ai déjà testé. Moi qui vous parle, j'ai testé, je parlais français à un japonais. Ce japonais m'entendait dans son portable et il me parlait en japonais. Évidemment, je l'entendais en français dans le mien. Donc, le problème du futur, ça ne va pas tellement être de se brancher dans l'écosystème numérique et de cliquer dans l'écosystème numérique. On y va de plus en plus. On va même entrer en symbiose, comme je l'ai dit, avec pas des portables, mais des intégrables qui seront inscrits dans notre corps, soit sur des vêtements, soit implantés dans certains cas pour ceux qui le voudront. Et donc, il faudra savoir se débrancher pour penser plus profondément. Et il faudra savoir enfin se méfier des monopoles du numérique qui, grâce au mobile, grâce au fait qu'ils nous considèrent comme des pixels et des bits d'information, en oubliant que derrière il y a des humains, sont en train de monopoliser complètement, d'ubériser tous les grands systèmes de communication, d'assurance, de banque, de transport. Ils vont même dans le luxe, ils vont même dans toute une série de domaines et de l'éducation. Donc comment éviter que ces gens-là nous transforment en pronétaires? C'est un terme que j'ai créé avec mon livre « La révolte du pronétariat » en 2006. Les pronétaires étant ceux qui sont pour et sur le net. Donc, ils nous transforment en pronétaires, ils nous font travailler pour eux, créer de la valeur ajoutée chez eux, qui revendent grâce au big data à des quantités d'entreprises. Eh bien, il faut se méfier d'eux. Il faut que nous participions à la co-régulation citoyenne participative grâce justement aux réseaux sociaux pour éviter de nous faire ubériser à titre de personne. Je vous remercie de votre attention et on va discuter un peu. Merci. Merci Joël de René pour cette première partie de présentation. Je vous propose qu'on continue de discuter sur ce canapé. Installez-vous. J'ai quelques questions supplémentaires. Mettez-vous juste là. On a encore une dizaine de minutes pour échanger. Vous avez un micro portable, mais il faut que je prenne ce truc-là et voir s'il marche. Et c'est pas encore une prothèse. Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'on vous entend? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut sans doute l'allumer. Vous m'entendez, c'est bon. Je crois qu'on vous entend. Ça marche. Alors Joël de René, vous nous parliez il y a quelques instants d'ubérisation de l'économie. C'est vrai que c'est une expression qui s'est popularisée ces derniers mois. Beaucoup d'entreprises ont pris conscience évidemment qu'il fallait réussir cette transition vers le digital. Mais Uber, c'est avant tout une application, c'est du mobile. Est-ce que cette transformation digitale, elle a été comprise telle qu'elle est, c'est-à-dire avant tout une victoire du smartphone, de l'intelliphone, je crois, comme vous disiez, il y a une vingtaine d'années? Ou l'infomobile. Ah ouais, je voudrais faire une petite précision. C'est moi qui ai inventé le mot ubérisation il y a 5 ans, mais je suis très content que Maurice Lévy me l'ait repris et avec tout son grand talent. Tweetez-le. Et réussi à le faire connaître partout. Enfin, c'était pas très difficile. J'aime beaucoup inventer des mots. Macroscope, notamment, éco-énergétique, etc. Alors, oui, c'est vrai que l'application a pris le pas sur le phénomène. C'est parce que ubérisation est venue des taxis Uber, où grâce à une appli très simple qu'on télécharge et vous permet de vous repérer par GPS, savoir où vous êtes. Mais l'ubérisation, que j'ai essayé de l'expliquer très rapidement, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça veut dire disrupter des gros systèmes qui sont trop lents, peu transparents, trop chers, trop compliqués, et que le client auquel le client ne veut plus accéder parce qu'il n'a pas la réponse tout de suite à ce qu'il voudrait. Il n'a pas le prix non plus exact. Et donc, ceux qui disruptent ces entreprises-là, les ubérisateurs, si vous voulez les appeler comme ça, ils ont fait comme je l'ai dit. Ils créent une couche par-dessus des systèmes de distribution très coûteux et touchent avec leurs algorithmes d'offres et de demandes la multitude où se trouve l'argent. Donc c'est ça, c'est disrupter les gros pour trouver l'argent des petits, mais multiplié par des millions, ça fait beaucoup de fric. Mais ça passe par le mobile. Mais ça passe par le mobile, de plus en plus, parce que le mobile, c'est le temps réel. L'ordinateur, il faut s'asseoir devant. Le portable, il faut le mettre sur ses genoux, il faut l'ouvrir, il tombe, il se casse. On pète son disque dur s'il tombe. Son mobile aussi, il faut faire attention de ne pas casser l'écran. Est-ce que les entreprises ont compris que la transformation numérique, elle passait précisément par cet écran?
Elle ne passe pas que par cet écran. On a des tablettes aussi, bien sûr, on continue à avoir des... Moi, j'ai un Mac devant moi, j'adore aller sur mon Mac, regarder mes messages, je préfère les regarder comme ça, parce que j'ai des liens que je peux envoyer, des photos qui sont sur le disque, donc on a tout un environnement, un écosystème numérique qui est plus pratique quelquefois que le portable. Mais de plus en plus, le portable est en train de grignoter dans le monde entier l'accès à Internet de l'ordinateur. Mais les entreprises réalisent bien, celles qui ont la meilleure culture numérique, qu'il n'y a pas que le mobile, il y a aussi d'autres ordinateurs. Malheureusement, dans les entreprises, on continue à avoir des écrans verticaux, à avoir des claviers mécaniques, on continue à avoir des débits de 2 ou 3 mégabits à la rigueur, tout juste, et des logiciels qu'ils ont achetés, qu'ils sont obligés d'utiliser et qui ne sont pas performants. C'est pour ça que le Bring Your Own Device, le BYOD, prend de plus en plus d'importance avec l'apport des mobiles à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on parle aussi beaucoup de cette notion de smartphone évidemment, smart data, comme on évoquait ce matin, des smart cities. Qu'est-ce que vous mettez exactement derrière ces notions de smart? C'est le triomphe de l'informatique? C'est le triomphe des mathématiques? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas du tout le mot smart, même si je l'utilise parce qu'il est beaucoup plus court et pratique. Pour moi, l'intelligence, on dit un téléphone intelligent, une maison intelligente, une voiture intelligente, une ville intelligente. Non. Je pense que l'intelligence humaine est tellement complexe, faite d'émotions, de sensibilité, d'abstraction, d'irrationalité aussi parfois, qu'il faut réserver le terme d'intelligence à l'humain. D'ailleurs, dans mon dernier livre, je parle de l'intelligence augmentée et pas seulement de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que j'entends par smart? C'est très simple. Si un objet ou un environnement est considéré comme smart, c'est qu'il est interactif, proactif, en temps réel. Donc, quelque chose qui est interactif, proactif, qui va à l'avance de ce que je voudrais, et en temps réel, eh ben, on peut l'appeler smart, c'est plus court. Mais réservons l'intelligence pour l'humain. Allez-y, applaudissez-le si vous le souhaitez. On a dans la salle beaucoup de gens qui sont issus des métiers du marketing. On oppose parfois les madmen, hein, ces créatifs qui viennent de l'univers publicitaire, aux mathmen. C'est quoi pour vous la tendance pour les métiers du marketing? C'est quand même cette informatisation massive? Le marketing, c'est fini. Bon, vous pouvez repartir. Oubliez le marketing, c'est un vieux truc complètement ringard. À l'époque du téléphone mobile, à l'époque d'Internet, des réseaux et de l'écosystème numérique dans lequel on est. Pourquoi je dis que c'est ringard? Parce que si on prend la base du marketing, Peter Drucker et compagnie et les autres, c'est d'avoir un message bien formulé, utilisant un véhicule performant, éventuellement des technologies de communication multidimensionnelles, Internet, le mail, etc., pour toucher un public qui va avoir envie d'acheter les produits de cette entreprise ou bénéficier de ses services. C'est donc unidirectionnel de l'entreprise vers les futurs clients. C'est complètement dépassé. Je l'ai dit tout à l'heure, la génération montante et l'écosystème dans lequel on est favorise non plus la société de l'information, on en a trop, elle est pléthorique, on est asphyxié par l'infopollution, l'infobésité. Ce qui est important, c'est la recommandation. Et d'ailleurs, regardez cette génération du millénial, regardez bien vos enfants, comment ils travaillent, ils passent leur temps à se recommander des choses. Est-ce que tu penses que c'est une vraie nouvelle ou une fausse nouvelle, un hoax sur Internet? Qu'est-ce que tu as d'autres moyens pour essayer de comparer et de savoir? Ils regardent l'information, pas à la télé avec les parents dans le living room. Ils regardent l'information sur plusieurs réseaux, sur plusieurs données, ils la comparent les unes aux autres. Donc, comme ils sont dans la société de la recommandation, le marketing est le marketing inversé. Ça s'appelle comme ça déjà aux États-Unis, reverse marketing. Ça veut dire que le marketing doit être fait des gens vers vous. En d'autres termes, si votre entreprise dont vous voulez faire la promotion a affiché ses valeurs, sa charte des valeurs, beaucoup d'entreprises aux États-Unis commencent par « we believe in, we want that, we want this, we want that ». Des entreprises françaises le font aussi maintenant de plus en plus. Donc si ces valeurs, s'occuper des humains, avoir un rôle sociétal de l'entreprise, protéger l'environnement, respecter le travail indépendant, faire confiance aux gens, les écouter, leur permettre d'expérimenter. Si cette entreprise a de telles valeurs, alors les futurs clients vont dire « j'aime bien cette entreprise, elle m'intéresse, elle a des valeurs qui sont proches des miennes, donc je vais proposer, je vais aller acheter ses services ou ses produits et je vais le dire à mes copains ». Donc c'est eux qui vont faire le marketing et pas vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous catalysiez les conditions qui leur font adopter cette attitude de recommandation des uns entre les autres. C'est aussi valable pour la publicité. Le buzz
devient plus important et beaucoup moins coûteux que la pub avec les affiches, les flancs de bus, les trucs à la télé, les 30 secondes de pub. Ça coûte les yeux de la tête. L'important, c'est de créer le buzz. Et moi, j'ai un petit schéma que je ne vous ai pas montré, où on voit un cercle avec un site web, des inputs de gens qui rentrent dedans, ceux qui disent qui en sort, et une flèche de feedback. Et l'équation qui est en dessous, c'est flux plus buzz égale bise. C'est-à-dire que plus il y a de flux, plus il y a de gens qui viennent sur votre site parce qu'ils aiment votre site, ils aiment votre valeur, ils aiment ce que vous dites, plus ils en parlent à d'autres, et le feedback, ça va amplifier, c'est un feedback positif, amplifier encore les gens. Flux plus buzz égale bise. Pensez bise sur le numérique plutôt que toujours la pub. Bien sûr, la pub a ses avantages dans certains cas particuliers. Et pensez à la société de la recommandation, catalyser les conditions qui font que vos futurs clients vont se recommander votre entreprise les uns aux autres parce qu'ils adhèrent à vos valeurs. C'est ça le métier du CDO? Ça sera d'écouter Le CDO sera, le Chief Digital Officer, sera entre autres quelqu'un qui écoute, qui permet de faire des expérimentations dans l'entreprise, qui aide à transformer les gens en intrapreneurs, pas seulement en salariés. Le salarié, il est quoi? Il est programmé et surveillé. Et je vous ai expliqué, les managements du futur, c'est le charisme, la vision, les valeurs, l'écoute et la confiance. Donc le CDO devra aider les gens, avec l'accord du CEO, à faire des expérimentations pour tenter des voies nouvelles, prendre des risques pour le futur. Alors, ce buzz qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, il a aussi des critiques. On a vu dans la dernière élection présidentielle aux États-Unis des débats sur les fake news et la capacité aussi qu'on pouvait ne voir que des gens du même avis que soi. Face à un monde, et notamment une publicité dominée par les données, les algorithmes et le ciblage programmatique, comment conserver notre libre arbitre et quelle place pour la sérendipité, qui est un concept auquel vous êtes très attaché? Alors, il y a deux aspects dans votre question. Le premier, c'est la désinformation, le fait que est-ce qu'on sait que des faits sont réels ou faux, ou des hoax. Et puis le deuxième mot, c'est d'éviter que le profilage enferme les gens dans un profil particulier et qu'il n'y ait pas d'ouverture pour d'autres choses, qu'on appelle la serendipity en anglais, traduit en français par la sérendipité. J'expliquerai d'où vient ce mot dans une seconde. Donc le premier élément, c'est que le seul moyen de répondre à la première partie de votre question, c'est la comparaison. J'ai dit société de recommandation, mais aussi société de comparaison. Et comme ça prend du temps de comparer, il faut savoir utiliser les outils numériques pour gérer son temps. Gagner du temps, ça ne veut rien dire, puisqu'on n'a pas de temps. Personne ne possède le temps. Mais investir du temps, investir un capital temps, grâce à tous ces outils numériques, pour bénéficier de dividendes temporels, si vous permettez cette expression. Ce capital temps vous permet d'avoir le temps de comparer les informations avec vos réseaux, avec vos amis, et de vous faire une idée sur ce qui est faux, ce qui est de la désinformation, ce qui est très intéressant, ce que personne n'avait vu. Donc c'est toute une nouvelle culture numérique de l'accès et de l'utilisation du temps et de l'information. Le mot serendipity vient du baron de Serendip, qui était un personnage inventé par Thomas Mann et Horace Walpole. L'un était un politicien, l'autre était un romancier. Et Horace Walpole décrivait le baron de Serendip qui était dans l'île de Ceylan. Ceylan s'appelait Serendip à l'époque. Et donc il avait deux fils qu'il envoyait dans le monde chercher la plus riche, l'héritière éventuellement de toute leur fortune et ramener des trésors dans le monde. Et ils revenaient toujours avec ce qu'il ne fallait pas. On les envoyait chercher quelque chose, ils revenaient avec autre chose. Mais quelquefois, cette autre chose était assez intéressant. Et donc est né ce mot serendipity dans toutes les universités anglaises. Moi, j'ai travaillé 10 ans comme prof et chercheur au MIT, et la sérendipité, c'était essentiel. Alors malheureusement, sur Google, avant qu'ils inventent leur super logiciel qui a permis de remettre... Enfin, le logiciel de Google permet de mettre en haut les sujets les plus consultés. C'est à la fois bon, mais ça enferme dans la sérendipité. Alors Steve Brin et ses associés ne sont pas idiots. Ils ont compris qu'il fallait introduire dans les recherches de Google des trucs inattendus. Et ça arrive. J'ai de la chance, par exemple. Quand vous cliquez sur Google dans le j'ai de la chance, vous tombez sur des trucs que vous n'attendiez pas du tout. Vous cherchez une huile cosmétique et vous tombez sur le problème de prix du pétrole. Donc la serendipity, c'est fondamental pour avancer, pour innover. Et d'ailleurs, vous le faites tout le temps. Vous allez dans une librairie ou une bibliothèque chercher un livre, et sur le rayon d'à côté, vous tombez sur un livre qui va changer votre profession, votre vie, que vous n'attendiez pas. Donc c'est fondamental, et j'ai expliqué un peu dans les deux aspects. Un, comment éviter la désinformation, et deuxièmement, comment promouvoir la sérendipité.
On parle aussi de plus en plus de notions de transhumanisme. Je crois que c'est des notions que vous n'aimez pas trop. Vous préférez opposer une idée d'humanisme, d'hyperhumanisme. Hein. Alors c'est tout le thème de mon dernier livre. Alors je vous recommande de lire « Je cherche à comprendre », avec comme sous-titre « Les codes cachés de la nature », qui est un livre qui marche super bien en ce moment. Il est sorti il y a 3 semaines, 1 mois. Et vous trouverez déjà des idées sur le site web www.chercheacomprendre.com. Tout attaché. C'est une excellente idée de cadeau de Noël. Voilà, par exemple, pourquoi pas. Alors dans ce livre, j'explique que l'intelligence artificielle fait peur, notamment à Bill Gates, à Elon Musk, à Stephen Hawking, qui ne sont pas n'importe qui, 3 personnalités. J'explique pourquoi ils se trompent. Je me permets de dire que ces 3 personnalités immenses se trompent parce qu'ils sont malthusiens. Ils ont confondu la vitesse de développement de l'intelligence artificielle et de la robotique, qui est exponentielle, ils ont raison, avec la vitesse de développement des neurones, des synapses et du cerveau humain, qui, d'après eux, serait linéaire par les mutations et la sélection darwinienne. Donc ça prend très longtemps. Or, moi, j'explique dans mon livre qu'ils sont malthusiens, comme Malthus pensait que la population de la Terre croîtrait de manière exponentielle. C'est moins vrai maintenant, on atteint une courbe sigmoïde. Et deuxièmement, que la production alimentaire serait linéaire et donc on ne pourrait jamais nourrir l'humanité. Et ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, en m'appuyant sur beaucoup de travaux d'amis dans le monde entier, dans des universités et dans des institutions que je fréquente, c'est que l'homme lui-même, son intelligence, en symbiose avec l'intelligence artificielle, en symbiose avec les robots intelligents et en symbiose avec cet écosystème numérique qu'on a créé et qu'on appelle encore Internet, il passe à un état différent de l'humanité que j'appelle l'intelligence augmentée, collaborative ou collective. Donc à l'intelligence artificielle qui fait peur, j'oppose une voie alternative dont je ne suis pas certain qu'on va la réussir, que j'appelle l'intelligence augmentée collaborative. D'où ce changement d'humanité qui, si elle se dote de cette intelligence augmentée collaborative, change de statut d'humanité, débloque dans son cerveau des cases qui potentiellement sont là, l'amour, la fraternité, le respect de l'autre, l'altruisme, la générosité, l'empathie, mais elles sont inhibées par l'égoïsme, la concurrence, la compétition, et c'est pourquoi je parle d'un hyperhumanisme opposé au transhumanisme qui lui est individuel, se concentre sur l'individu et qui est élitiste. Qu'est-ce qu'il va pouvoir se payer toutes les transformations qu'on lui propose? Il est narcissique, il se concentre sur les gens, et en plus de ça, non seulement narcissique, il est égoïste. Moi, je suis plus pour, comme Michel Serres ou Edgar Morin et beaucoup d'autres, sur la collectivité organisée que sur l'individu isolé tout seul. Peut-être une toute dernière question. On est dans une année d'élection en France. On parle beaucoup d'éducation. Quelle serait la recommandation que vous pourriez faire en matière d'éducation au prochain président de la République française? Je suis passé sur France Info dans cette rubrique très marrante qui s'appelle « Moi, président ». Et on vous demande de dire, si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez? Et ça repasse toute la journée, plusieurs fois. Moi, j'ai parlé de l'intelligence artificielle, en gros. J'ai dit qu'il fallait créer un comité d'éthique pour réfléchir aux risques que l'intelligence artificielle pourrait faire peser sur les humains. Mais dans le domaine de l'éducation, je crois à 3 choses. Premièrement, la décentralisation des mécanismes éducatifs en laissant aux professeurs, aux enseignants, aux directeurs d'école ou d'université la possibilité d'expérimenter et d'évaluer les expérimentations, plutôt que d'avoir un système dogmatique avec des inspecteurs qui vous disent ce qu'il faut faire ou pas. Deuxièmement, je ferai la promotion de ce que j'appelle la coéducation transgénérationnelle. La coéducation veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation extraordinaire qui n'a pas existé dans l'humanité, c'est que la génération des 15-20 ans en sait beaucoup plus dans l'écosystème numérique dans lequel ils vivent que leurs parents ou leurs professeurs. Et donc, dans la coéducation transgénérationnelle, je crée des conditions pour que des jeunes de 15 ans puissent former des profs de 20-30 ans et que ces profs de 20-30 ans puissent former des seniors de 40 ou 50 ans et eux-mêmes des gens de 70 ans. Donc, cette éducation transgénérationnelle va dans les 2 sens. Elle va des plus jeunes vers les seniors, mais aussi des seniors vers les plus jeunes. C'est-à-dire que des parents, des retraités, des bénévoles pourraient aussi, en fonction de leur expérience, aider à contextualiser cette boulimie d'informations qu'a la génération montante. Ils sont branchés sur tout, trop branchés, ils ne prennent plus le temps d'approfondir, ils vont trop vite de manière superficielle. Donc il faut contextualiser cette information dans un contexte politique, vous l'avez dit, économique, culturel, social, philosophique, voire spirituel. Moi je pense que la spiritualité laïque, moi je suis agnostique comme scientifique et pas croyant comme on dit, je suis constatant mais pas croyant. Vous ferez la différence quand vous lirez mon livre.
la différence entre être croyant et constatant. Je pense que toutes ces valeurs, les seniors peuvent aider les plus jeunes à les intégrer dans leur perception du monde. Et c'est pour ça, pour moi, l'éducation du futur, aider les gens à donner du sens à leur vie. Pas seulement à apprendre des trucs dans des compartiments du cerveau qu'on oublie très vite, comme les dates historiques. Merci, Joël de René.